Pour le contexte, je pense que je ne vous apprendrai pas grand-chose par rapport à l'actualité du changement climatique et de ce qui nous reste au niveau mondial en termes de budget carbone, donc la quantité de gaz carbonique qu'on peut encore émettre avant d'atteindre les 1,5 degrés. Voilà, on est vraiment très très juste, il n'y a plus grand-chose qu'on peut émettre. Et au-delà de ça, les différentes limites planétaires qui sont définies comme des limites pour que l'humanité puisse vivre dans un écosystème sûr, il y en a déjà 6 sur 9 qui sont franchies. Donc on est vraiment dans une crise majeure d'un point de vue écologique, pas que écologique, évidemment social aussi. Et je pense qu'on est revenu de simplement remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables, parce qu'on se rend compte que ces énergies renouvelables, il faut bien les fabriquer, les produire aussi. Et le paramètre de l'efficacité, même si on va continuer à gagner en efficacité avec les technologies, on sait aussi qu'on va atteindre des limites, et que plus d'efficacité ne veut pas dire qu'on réduit nécessairement la consommation, puisque parfois on a tendance à augmenter et ajouter des consommations supplémentaires. Il y a un troisième aspect de possibilité d'action sur l'énergie, qui est donc la sobriété. Et cette sobriété, elle a été, je dirais qu'elle se représente assez bien dans le concept de négawatt. Donc pas mégawatt comme on a l'habitude, mais néga de négatif. C'est donc une énergie qu'on ne consomme pas. Et ce concept qui a été créé il y a déjà un certain temps par Amaury Levins a été fort popularisé dans le monde francophone par l'association Négawatt en France, qui existe depuis 2001 formellement. J'apprends que voilà, il y a eu plus ou moins 2 ans avant pour parler entre l'idée échangée avec les fondateurs. Et donc depuis 2001, plus de 20 ans, cette association existe en France et fait des scénarios énergétiques où la sobriété est vraiment l'élément majeur, l'élément central, c'est sa particularité. Et à travers ces scénarios, qui sont donc des scénarios chiffrés, de comment le système énergétique français peut évoluer d'ici à 2050, par exemple les scénarios actuels sont à 2050, ce n'est pas simplement le fait de dire que techniquement c'est possible, parce que c'est possible, sans révolution technologique, mais en plus c'est quelque chose qui est souhaitable pour différentes raisons, dont nous parlera certainement Yves. Récemment, un petit peu pendant la période de la crise du Covid, un certain groupe de personnes s'est réuni et plus ou moins 2 ans après, le 20 avril de cette année, il y a 2 mois, s'est créé Négawatt Belgium, donc c'est pas la branche parce qu'en fait il n'y a pas une filiation, mais en tout cas une association qui vise à faire la même chose pour la Belgique, à produire des scénarios énergétiques basés sur la sobriété, les mettre en débat citoyen. Et l'idée derrière ça, c'est d'arriver à un espèce de scénario citoyen qui sera à la fois sobre et juste socialement. Alors, aujourd'hui donc, nous sommes 2 acteurs, Inter-Environnement Wallonie et Négawatt Belgium, à organiser cette soirée sobriété. Et nous avons invité Yves Marignac, qui est juste à mes côtés, qui est le porte-parole de Négawatt, de l'association Négawatt en France. Et nous avons aussi invité un panel de politiciens, de représentants des principaux partis wallons qui sont juste ici devant et avec qui on pourra débattre après. Mais en première partie, Yves Marignac va un petit peu nous définir c'est quoi en fait la sobriété pour Négawatt, pour l'association Négawatt. Alors Yves, en plus d'être porte-parole de Négawatt, l'association Négawatt en France, il a d'abord travaillé, j'ai vu, dans l'industrie nucléaire sur la question du démantèlement des centrales. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Ce qui l'a amené par la suite à être directeur du service d'études et d'information sur l'énergie au WIS Paris pendant de longues années. Il a participé comme membre du secrétariat général au débat national sur la transition énergétique. Et plus spécifiquement chez Négawatt, depuis 2017, il est responsable analyse et prospective pour Négawatt, et depuis 2020, chef du pôle nucléaire et fossile
dans l'Institut Négawatt, puisqu'il y a un groupe Négawatt avec plusieurs structures, peut-être qu'il en parlera. Et il est fort impliqué dans la construction actuellement d'un scénario européen qui est un petit peu le scénario qui a fait que Négawatt Belgium s'est créé, c'est de la participation à ce projet européen. Voilà. Yves, grand merci d'être avec nous ce soir, c'est à toi. Merci. Bonjour à toutes et tous, merci de l'invitation. Je suis ravi d'avoir franchi la frontière pour pouvoir venir vous parler. Ravi aussi et un peu ému d'assister du coup au premier pas de Négawatt. Alors moi j'ai tendance à dire Belgique, mais donc il faut dire Négawatt Belgium. Négawatt Belgium, il faut que je m'y habitue. Voilà, je vais effectivement essayer. Alors, ça va pas être très facile parce que la configuration fait que je n'ai aucun des écrans en visuel. Je vais essayer de vous présenter différents aspects du travail que l'association Négawatt effectivement fait depuis une vingtaine d'années autour de la sobriété, en commençant peut-être par dire un peu plus précisément ce qu'est cette association. Donc, créée en 2001, comme tu l'as rappelé, on a fêté la semaine dernière les 20 ans plus 1, puisqu'on n'avait pas pu se réunir en 2021, créé par un groupe, c'est presque un groupe de copains au départ, qui a d'ailleurs dès le début dans les statuts défini ce qu'on appelle encore la compagnie Négawatt, qui est un groupe à l'intérieur de l'association, coopté, qui réunit aujourd'hui un peu moins d'une trentaine de personnes et qui est vraiment le groupe qui est au cœur de la réflexion stratégique, de l'élaboration des scénarios, etc. qu'on peut faire. Mais l'association, au-delà de ce groupe, compte aujourd'hui pratiquement 1500 adhérents. Donc une partie, mais pas que, une partie sont des professionnels de l'énergie ou de sujets connexes dans des bureaux d'études, dans des collectivités, etc. Et donc l'association, elle se donne vraiment comme mission, depuis l'origine, de développer des propositions pour rendre le système énergétique plus soutenable. On travaille à l'échelle française, mais évidemment en réfléchissant depuis l'origine aussi à des questions européennes et internationales. Et donc pour ça, l'association développe des scénarios. On a publié en octobre 2021 le 5e du nom. Je vais m'appuyer dessus pour illustrer un certain nombre de choses. Le premier, c'était en 2003. Et ces scénarios, ils nous servent évidemment à porter des politiques et mesures pour faire des propositions dans le débat national. L'association a commencé à travailler en fait pendant une dizaine d'années sans salariés, et puis en peu de temps après Fukushima, on a eu notre premier salarié, et on a aujourd'hui pratiquement une quinzaine de salariés dans l'équipe, dont la moitié à peu près est mobilisée sur le développement du scénario européen ou des projets européens. Et puis l'association, c'est pour ça que je parlais d'un groupe. L'association s'est dotée en 2009 d'une filiale à 100%, mais qui a un statut EURL, donc qui développe des prestations, qui cherchent en fait à développer des outils plus opérationnels pour massifier la vision que l'on a de la transition énergétique, accompagner les acteurs de terrain, faire de la formation professionnelle, etc. Et l'Institut lui-même compte aujourd'hui aussi une quinzaine de salariés, on est même à 18 à date. Une des vocations de l'Institut est d'incuber des entreprises qui elles-mêmes vont être spécifiquement porteuses d'outils de mise en œuvre, et c'est le cas donc avec Doremi pour dispositif opérationnel de rénovation des maisons individuelles, qui donc est une entreprise qui forme des artisans, des groupements d'artisans pour la rénovation, qui les met en relation avec des particuliers dans les territoires, et qui aujourd'hui compte 5 agences dans différentes régions françaises. Tout ça, vraiment, c'est l'idée du groupe dans ces différentes composantes, c'est vraiment de porter des propositions cohérentes, à la fois avec cette vision globale et de long terme que peut fournir le scénario, mais avec les pieds vraiment ancrés dans la réalité du terrain, dans la façon dont les différentes solutions dont on parle peuvent être mises en œuvre. Alors, avant d'aller plus spécifiquement dans la sobriété, je vais poser, disons, le cadre de la problématique telle qu'on la voit, en insistant sur la dimension systémique du problème.
Vous avez ici des images qui, en général, résument assez bien ce qui vient en tête des uns et des autres lorsqu'on dit énergie. En gros, ça mobilise dans notre imaginaire soit des images à gauche de ressources énergétiques, soit des images à droite d'usages que l'on fait dans notre quotidien ou dans l'industrie de l'énergie. Mais ce qui m'importe ici, c'est de souligner à quel point en fait il se passe énormément de choses entre ces ressources et ces usages. Et toutes ces choses qui se passent, eh bien, c'est tout un système de transformation de l'énergie, de transport, de conversion, de stockage. Et le point important ici, c'est que ce système structure complètement notre économie, structure la société. Pour s'en convaincre, un seul exemple, c'est l'automobile. La façon dont, alors, que ça a été des choix conscients à l'époque, il y a des thèses sur la manière dont le développement de l'automobile a été amené aux États-Unis, y compris pour casser le mouvement ouvrier dans les mines, etc., quelle que soit l'origine. En tout cas, aujourd'hui, par une succession de choix conscients ou non, la propriété d'automobile par les ménages est une condition de notre mobilité et ça structure nos budgets, notre économie, notre aménagement du territoire, notre gestion du temps, nos modes de vie, etc. Et donc, la manière dont la société, à un moment donné, met en relation les ressources qu'elle prélève dans l'environnement pour l'énergie et plus largement, et les usages qu'elle en tire, et on parle à Negawatt de services énergétiques, est vraiment structurante. Et donc, si j'introduis la deuxième dimension systémique, qui est le fait qu'aujourd'hui, la manière dont on exploite ces ressources n'est pas soutenable, eh bien, on voit que la transformation dont on parle est une transformation pour rendre le système soutenable qui va devoir aller toucher à tout un tas d'enjeux dans la société, de modes de production et de modes de consommation. Et là, vous avez juste une illustration de l'ensemble, ou en tout cas d'une bonne partie des sujets qu'il faut prendre en compte lorsque on pense énergie et soutenabilité. Donc il y a bien sûr le changement climatique, évidemment, qui est au centre des attentions, mais qui ne doit pas nous faire oublier le reste, qui ne doit pas nous faire oublier qu'il y a des sujets d'épuisement des ressources, des sujets de pollution de l'air et de l'eau, des sujets de risques technologiques, alors liés aux énergies fossiles, les marées noires, etc., liés à d'autres options comme les risques spécifiques au nucléaire. Évidemment, des problèmes d'accès à l'énergie. Alors, c'est l'accès à l'énergie au sud, plus d'1 milliard de personnes qui continuent à ne pas avoir accès à l'électricité. Mais c'est aussi l'accès au nord. Je n'ai pas les chiffres en Belgique, mais je ne doute pas malheureusement que vous ayez aussi un sujet de précarité énergétique. En France, on considère qu'on a 12 millions de personnes qui sont en précarité énergétique aujourd'hui, dans un pays riche comme le nôtre. Et puis tout ça est aussi lié à des crises géopolitiques et évidemment, l'actualité nous le rappelle très douloureusement. L'énergie est au cœur de tous ces sujets-là, mais elle n'est jamais seule. C'est encore une dimension systémique de plus. Quand vous pensez changement climatique, il faut aussi penser à des process industriels qui génèrent des émissions. Il faut penser à l'agriculture et à l'élevage. Les risques technologiques, c'est aussi la chimie, etc. L'épuisement des ressources, c'est non seulement l'épuisement des ressources fossiles, mais aussi aujourd'hui la question des métaux critiques. Et donc, encore une fois, une dimension vraiment éminemment systémique à prendre en compte. Alors, face à ce constat-là, effectivement, le travail de Negawatt consiste à chercher un chemin possible. Je ne l'ai pas remis, on présente souvent un slide expliquant à quoi sert un scénario, pourquoi on fait des scénarios. On fait des scénarios parce qu'on pense que face à ces enjeux de transformation profonde, il faut à la fois se donner collectivement une vision de long terme suffisamment cohérente, convergente, mobilisatrice pour entraîner la société et l'ensemble des acteurs, qu'une vision de long terme désirable n'a évidemment aucune utilité si on n'a pas d'idée concrète de la manière dont on peut la rejoindre. Donc la trajectoire est essentielle, et une trajectoire qui parte concrètement, et notre modélisation est très attachée à ça, de la situation actuelle et de la vitesse réaliste à laquelle on peut faire les choses.
Et cette vitesse réaliste et ces orientations pour répondre non seulement à l'urgence de long terme que constitue notamment le changement climatique, c'est-à-dire la nécessité d'agir très vite par rapport à des enjeux de long terme, et bien tout ça permet effectivement de bien informer les besoins en termes de politique et mesures, le rythme d'action, etc. Et donc ce scénario, de plus en plus, on le pense comme un scénario technique, mais qui porte une vision de la société, qui porte des valeurs, et ça nous semble de plus en plus essentiel. Tu disais tout à l'heure, techniquement, on sait aujourd'hui, et effectivement, ça fait à peu près 10 ans qu'en France, des scénarios comme le scénario Négawatt existent, et que le débat sur le fait que ce soit techniquement possible est derrière nous, et même le débat sur le fait que ce soit économiquement possible, que les capacités de financement et que l'intérêt économique à long terme nous disent d'aller dans cette direction. On bute sur la faisabilité politique. On bute sur la capacité de nos institutions, très verticales, très en silo, à organiser cette planification très décentralisée dont on a besoin. Et donc, pour dépasser ces blocages politiques, on a besoin de faire un travail politique. Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, on assume de dire que notre scénario, il s'ancre dans un certain nombre de valeurs que vous voyez ici. L'idée, c'est effectivement de traduire ces valeurs en action, en traitant tous les enjeux. Et pour ça, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, on a aujourd'hui comme boussole globale la matrice des objectifs de développement durable adoptés en 2015 par les Nations Unies, qui nous permet de penser une trajectoire dans, disons, l'esprit de contribuer à l'atteinte de chacun de ces objectifs. Donc, l'objectif numéro 13, changement climatique, donc la neutralité carbone, mais aussi l'ensemble des autres objectifs. Et alors, pour mener cette transformation profonde dans le sens d'une soutenabilité au sens des objectifs de développement durable, eh bien, il nous semble qu'on a besoin d'une démarche extrêmement systématique. Et c'est là qu'intervient la sobriété. Je vais l'illustrer par une chaîne énergétique, pardon du jargon, c'est-à-dire un chemin technique qui relie une ressource, ici le pétrole, et un usage qui sera l'éclairage. Alors, ce n'est pas la chaîne la plus courante, mais elle permet vraiment d'illustrer tous les enjeux. Alors, à partir du pétrole, il faut le raffiner. Donc, vous avez déjà une première étape de perte par rapport à son contenu en ce qu'on appelle en énergie primaire, c'est-à-dire le contenu intrinsèque énergétique du pétrole. Il faut ensuite, pour s'éclairer, puisqu'on n'utilise plus de lampe à pétrole, passer par l'électricité, donc le convertir dans une centrale thermique avec d'importantes pertes là aussi. Livrer cette électricité aux consommateurs, avec là encore des pertes importantes, et atterrir sur l'ampoule électrique qui va utiliser cette énergie qu'on appelle finale livrée aux consommateurs, l'électricité. Mais en vérité, quand on dit qu'on consomme de l'électricité, c'est évidemment un abus de langage, puisque ce qu'on consomme en l'occurrence, si on veut s'éclairer, c'est de la lumière. Le service énergétique est rendu par la lumière et pas par l'électricité. Donc on a besoin d'un convertisseur, et cet exemple évidemment est choisi à dessein parce que l'ampoule à incandescence a été vraiment un vecteur de progrès social important, mais du point de vue énergétique, c'est vraiment un très mauvais convertisseur. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est quand même 95% de l'électricité consommée qui est dissipée sous forme de chaleur, et 5% seulement qui est restituée en lumière. Donc un vrai enjeu à ce niveau-là, mais notre point est que les choses ne s'arrêtent pas là. La chaîne continue avec la manière dont on utilise les ampoules, la manière dont on conçoit et dimensionne notre éclairage. Illustration ici avec les lampadaires boules, je ne sais pas comment vous les appelez en Belgique. Esthétiquement, chez Négawatt, on n'a rien à dire. Énergétiquement, en revanche, c'est assez idiot, puisque ça envoie l'essentiel de la lumière produite par la conversion d'électricité vers le ciel pour éclairer le trottoir. Donc un vrai enjeu, et c'est un exemple, mais vous pouvez
y réfléchir dans tous les usages. J'étais samedi pour une rencontre avec des membres de la Convention citoyenne climat de la métropole de Grenoble, dans une salle où on a passé tout l'après-midi, alors qu'il y avait des fenêtres, avec la lumière artificielle, parce que la lumière naturelle ne suffisait pas, alors que, évidemment, on était probablement dans un des jours les plus lumineux de l'année. Donc, la question de la conception et du dimensionnement, et pour finir, la question des conditions d'usage. Là, vous avez un réverbère urbain, rien à dire, ampoule basse consommation, donc on est dans l'efficacité sur l'équipement, un réflecteur pour bien éclairer vers le sol, mais une ampoule qui reste allumée en journée à un moment où elle ne rend évidemment aucun service, elle n'apporte rien par rapport à la lumière naturelle. Et donc, tout ça nous amène à Négawatt à dire que, en fait, le point de départ de tout raisonnement systématique pour rendre notre système énergétique plus soutenable, eh bien, c'est de s'interroger sur les conditions dans lesquelles on utilise l'énergie, sur les conditions du service rendu, donc sur ces enjeux de conditions d'utilisation, de conception, de dimensionnement. Et c'est là, en fait, que va intervenir la sobriété. Et pour nous, vraiment, au départ, dans un sens, enfin, dans cette approche systémique, pas du tout dans l'idée d'une restriction ou d'une contrainte, mais au contraire, vraiment dans l'idée d'une intelligence d'usage. Savoir individuellement et collectivement se poser la question de pourquoi on est en train d'utiliser l'énergie, quel est le service rendu, est-ce que vraiment ce service est utile, est-ce qu'il est plus utile ou moins utile que d'autres. Donc cette étape de sobriété, elle vient intellectuellement, en tout cas dans la pratique, évidemment tout ça se combine, elle vient intellectuellement avant l'efficacité qui, elle, va être l'amélioration des performances, le fait d'améliorer les rendements, de chasser les pertes sur toute la chaîne, en remontant jusqu'à l'énergie primaire. Et puis, dernière étape, là on va raisonner substitution entre ressources, et c'est un point fondamental, parce que dans l'histoire de l'humanité, jusqu'ici, on a grosso modo toujours été plutôt dans l'addition. On a développé les énergies fossiles, mais on a continué à utiliser du bois, etc. Et c'est vrai pour les énergies, c'est vrai pour d'autres ressources. Et on est aujourd'hui à un moment crucial pour l'humanité de ce point de vue, qui est qu'on est confronté aux limites planétaires, et que les limites planétaires, elles vont nous obliger, de gré ou de force, je dirais, à intégrer des logiques de substitution plutôt que d'addition entre les ressources. Et le point qui illustre ce schéma, c'est que si on veut être efficient dans la substitution de ressources moins soutenables par des ressources plus soutenables, eh bien la condition de cette efficience, c'est d'avoir maîtrisé le volume de ressources, donc d'avoir appliqué en amont la sobriété et l'efficacité. Et ça, c'est vraiment crucial pour nous dans l'approche globale du problème. Ensuite, en termes de substitution, mais c'est presque un débat de second ordre par rapport à l'importance de cette maîtrise de la consommation, pour Négawatt, en France, la substitution, c'est la substitution d'énergie de stock, les énergies fossiles et le nucléaire, qui épuisent des stocks géologiques par des énergies de flux, des énergies renouvelables, qui s'appuient sur des flux naturels. Ça ne veut pas dire que les énergies renouvelables sont intrinsèquement totalement soutenables, les autres ne l'étant pas du tout. Elles sont globalement plus soutenables que les énergies fossiles et nucléaires, mais elles posent aussi des enjeux, des impacts, et donc la sobriété et l'efficacité sont importantes aussi lorsque on projette un système tout renouvelable. Donc vous avez ici la synthèse de cette approche. Je ne redis pas ce qui est écrit ici, mais c'est vraiment ce triptyque. Négawatt est au cœur vraiment de toute l'action de l'association. Et j'en viens un peu plus à, dans ce schéma, ce que peut vouloir dire la sobriété. La première chose, c'est d'insister sur le fait que même si la sobriété, c'est un truc moins facile à appréhender, notamment par les techniciens, par les ingénieurs, parce que c'est moins quantifiable que l'efficacité, évidemment, ça n'empêche qu'on peut hiérarchiser, qu'on peut qualifier, et qu'on peut mener individuellement et collectivement des raisonnements sur, permettant de discriminer les choses en termes de sobriété. Et donc là, vous avez simplement une illustration. Vous connaissez l'étiquette énergie en efficacité. Là, c'est une transposition par rapport à des niveaux d'utilité, disons,
des usages que l'on peut faire de l'énergie et des ressources. Et vous voyez bien que la cuisson des aliments ou le vol en avion pour aller passer 3 jours à Prague, alors on les mettra peut-être pas tous exactement au même niveau, mais a priori on va tous les mettre dans le même ordre. On peut en fait individuellement et collectivement réfléchir et délibérer et hiérarchiser. Et dès lors qu'on peut hiérarchiser, on peut réfléchir à des actions. Premier lien avec la discussion politique qui permettent de réguler. C'est important ici de souligner que la sobriété, même si c'est contre-intuitif par rapport à ce que véhicule ce terme, et malheureusement on n'en a pas trouvé de mieux pour le moment en français, on a réussi à le faire traduire par sufficiency en anglais, qui fonctionne beaucoup mieux, mais en français, sobriété renvoie plutôt à frugalité, etc. Pour nous, la sobriété, c'est autant le fait de supprimer ou réduire ce qui est en bas de cette échelle que le fait de renforcer et de garantir ce qui est en haut. Et donc, j'évoquais la précarité énergétique, la lutte contre la précarité énergétique, donc renforcer le service de chauffage pour l'ensemble de la population, fait partie de la sobriété, même si ça ne veut pas dire forcément augmenter la consommation d'énergie. Voilà, j'arrête là. Alors, comme j'aurais dû le dire en introduction, j'ai évoqué sufficiency, c'est peut-être important de souligner que dans son 6e rapport d'avancement, le GIEC, dans le rapport du groupe 3, qui travaille sur les solutions de réduction des émissions, a pour la première fois introduit le terme de sobriété. Il y a d'ailleurs un chapitre qui, dans son introduction, et on en est assez fiers, rappelle que l'association Negawatt a été la première à introduire il y a 20 ans ce triptyque. Mais dans le résumé pour décideurs, il y a tout un passage sur l'importance de la sobriété, de l'action sur la demande. Et le GIEC estime que c'est un potentiel de 40 à 70% des réductions d'émissions nécessaires. Le GIEC donne une définition de la sobriété qui est en lien avec ce que je vous ai présenté sur une réduction, sur un meilleur dimensionnement des services, mais il dit aussi que c'est dans une vision qui à la fois respecte les limites planétaires et garantit le bien-être de tous. Et ça, en fait, ça fait implicitement référence à cette image. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais je pense que oui pour beaucoup d'entre vous. Donc c'est l'économie, la théorie économique du donut, qui consiste à dire que l'espace sûr et juste pour l'humanité, donc je vous parlais de système économique tout à l'heure, c'est un espace qui doit se situer entre un plafond et un plancher. Le plafond, c'est celui des limites. Alors c'est les limites planétaires aussi, mais ça peut être aussi des limites plus locales. L'espace que l'on laisse à la voiture en milieu urbain, par exemple, c'est une question de limites locales. Donc les limites en termes de plafond et en termes de plancher, des conditions de vie décentes pour tous. Alors une fois qu'on a posé ça, ça amène évidemment plein de réflexions et de commentaires. Ça nous amène, nous, à réfléchir au lien entre la notion de sobriété et une notion d'équité et de solidarité, avec l'idée que la sobriété comme, principe de, à la fois, modération de notre consommation collective, mais redistribution à l'intérieur de cette consommation entre les différentes catégories de la population, aussi bien dans un pays ou dans un territoire que, évidemment, par rapport aux déséquilibres mondiaux. C'est un principe qui nous semble tout à fait salvateur. Ça nous amène aussi à penser à des questions de lien entre la sobriété et la liberté. Parce que donner plus d'accès à différents services énergétiques par différents moyens à des populations qui aujourd'hui sont très dépendantes, par exemple, de la voiture, quand on leur offre l'alternative en transport collectif, c'est retrouver des degrés de liberté. Et puis les liens évidemment avec l'économie et la nécessité de repenser les indicateurs pour
entrer un peu plus dans ce que peut vouloir dire concrètement la sobriété en distinguant différents leviers. Alors il y a plein de façons de catégoriser les actions possibles en termes de sobriété. Une façon qu'on aime bien à Negawatt, c'est celle-ci. On commence par la sobriété qu'on va appeler servicielle, qui va reposer sur une meilleure maîtrise ou une meilleure intelligence du niveau et de la durée d'utilisation, d'exploitation de nos équipements. Alors ça peut être réduire sa vitesse sur la route, ça peut être éteindre des appareils quand on ne les utilise pas, ça peut être lutter contre l'obsolescence programmée, il y a plein d'applications de ça. Globalement, on est plutôt au niveau de l'équipement final et de la manière dont on l'utilise, donc on est sur des choses qui restent pour partie, pas que, mais pour partie, parce que quand on pense réduction de l'obsolescence programmée, il y a évidemment des stratégies industrielles derrière, mais ça reste pour partie à la main des consommateurs finaux et des gestes qu'ils peuvent, en responsabilité, engager. Un deuxième niveau, un deuxième levier, c'est une sobriété plus dimensionnelle. Et là, on va penser à la taille, au dimensionnement des équipements. Alors ça peut être, là encore, des choses relativement triviales, sur la taille du réfrigérateur, de l'écran de télévision et la modération que là aussi chacun peut appliquer, mais ça touche aussi des choses beaucoup plus dures. Ça touche à la taille des bâtiments, aux surfaces de bâtiments qu'on occupe et donc on a besoin de chauffer, etc. Et là on voit bien que même si le désir des individus joue, il y a quand même des logiques d'offres, d'aménagement, etc. qui interviennent. Et puis il y a un enjeu très fort sur la taille des véhicules. Alors j'évoquais tout à l'heure la façon dont l'automobile structure beaucoup de choses dans nos vies. Une conséquence de ça, alors, un ami me disait il y a quelques jours, et j'avais jamais pensé à cet argument, il me disait en fait, le marché automobile, c'est comme si on obligeait tous les ménages, quelle que soit leur taille, à acheter des logements de 4 pièces, de 5, puisque tous les véhicules automobiles sont dimensionnés pour le même nombre de passagers. Et ça a un côté effectivement complètement idiot. Mais pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce que pour se déplacer en voiture, et on a de plus en plus besoin de le faire, il faut avoir son véhicule. Pour avoir son véhicule, puisqu'on ne va pas multiplier indéfiniment les véhicules qu'on possède, on a tendance à ce que chacun des véhicules soit quand même dimensionné pour l'usage le plus contraignant qu'on en fait, avec la famille et les bagages sur autoroute. L'absurdité étant qu'on utilise l'essentiel du temps seul à 30 km/h en ville. Et la deuxième absurdité étant que l'essentiel du temps, en fait, on ne l'utilise pas. Ça a des impacts, évidemment, en termes d'occupation de l'espace, de matières premières immobilisées dans la fabrication de ces véhicules, etc., très important. Et donc, il y a un enjeu très fort à aller demain vers des solutions de parcs de véhicules différents, adaptés aux différents usages, d'avoir, pour l'essentiel en ville, des petits véhicules électriques, 1 ou 2 places par exemple, et donc ça implique aussi d'aller vers des modes partagés. Et donc, évidemment, je parlais du fait que ce soit des choses difficilement accessibles aux consommateurs à leur propre initiative. On voit là qu'il y a des besoins de changements structurels importants qui doivent être portés et accompagnés. Troisième niveau, sobriété organisationnelle. Là, on va être sur la mutualisation, l'organisation collective. Alors ça touche là aussi, ça peut toucher des choses très triviales. On aime bien donner l'exemple de la perceuse. On n'est pas du tout convaincu qu'il y ait besoin de fabriquer des perceuses pour que tous les ménages français en aient une, sachant qu'elles sont utilisées moins d'1 fois par an en moyenne. Mais ça peut être des choses beaucoup plus compliquées à mettre en place. La mutualisation d'espaces de buanderie dans le logement collectif, voire d'espaces de chambres d'amis ou d'espaces communs. Ça peut être tout ce qui touche à l'organisation du coworking, du télétravail, etc. Les transports en commun, bien sûr, le covoiturage. Et puis, un niveau encore plus intégré, l'aménagement du territoire, pour réduire progressivement les distances que l'on parcourt pour accéder à différents services, alors que on est aujourd'hui victime de plusieurs décennies qui n'ont fait qu'allonger
ces distances en étalant l'aménagement. Tout ça doit être évidemment complété par une sobriété sur des choses qui n'ont pas à voir avec l'énergie directement, mais qui sont importantes en termes de matières premières ou d'émissions de gaz à effet de serre, notamment du côté des biens, du côté de l'emballage, retour à la consigne illustrée ici par exemple, et du côté de l'alimentation, j'y reviens dans un instant. Alors, une fois que j'ai posé tout ça, je vais juste illustrer par quelques indicateurs et quelques chiffres ce que ça peut vouloir dire dans un scénario comme le nôtre. Et notre parti pris, notre point de vue, et que les hypothèses que je vais vous illustrer ici sont des hypothèses qui sont vraiment à mi-chemin entre du volontarisme, évidemment, puisqu'il en faut, mais du réalisme au sens de la possibilité de les mettre en œuvre. Et donc sur le bâtiment, par exemple, c'est la stabilisation des mètres carrés par habitant et du nombre de personnes par logement. Il y a une tendance à la décohabitation en France, donc à la réduction du nombre de personnes par logement. Ça se traduit évidemment par des besoins de logement supplémentaires qui consomment des matières et qui consomment de l'espace et des sols. Et donc, cette stabilisation, elle passe notamment pour le taux de cohabitation par l'idée de politique d'encouragement aux colocations d'étudiants ou à la sous-location de chambres dans des pavillons familiaux où n'habite plus qu'une personne âgée seule, etc. On a une réduction importante de la part des maisons individuelles dans le neuf au profit de petits collectifs qui participent aussi de cette maîtrise des mètres carrés. On est aujourd'hui à 40% de maisons individuelles dans le neuf et on descend à 20% dans le neuf dans le scénario. Mais globalement, on est surtout dans une logique où on ne construit pas de nouveaux bâtiments, on stabilise plutôt l'existant, on réhabilite et on réoccupe des logements qui ne sont pas habités aujourd'hui. Et puis, ça n'apparaît pas ici, mais sur le tertiaire, on a les mêmes logiques et on ne stabilise pas. Il y a une croissance des surfaces tertiaires, mais on découpe fortement cette croissance des surfaces tertiaires par rapport à l'augmentation de la population et de l'activité. Du côté des usages de nos équipements dans les bâtiments, là, on a tout un tas d'hypothèses sur le dimensionnement et l'usage raisonnable des équipements. En termes de mobilité, on a d'abord une hypothèse forte de diminution des distances parcourues, 15% en moyenne de kilomètres parcourus par personne par an en 2050 par rapport à aujourd'hui. Ça tient notamment aux hypothèses sur le télétravail et aux hypothèses sur le resserrement que j'évoquais en termes d'aménagement du territoire. Ça tient aussi à, dans le cadre par ailleurs évidemment d'un report modal important, une réduction délibérée de l'aérien, parce que c'est un sujet sur lequel il n'y a pas d'alternative, de carburant propre, déployable aux horizons dont on parle. On est sur 2/3 de réduction des kilomètres parcourus en avion par la population française, élimination à 2030 des vols intérieurs, métropolitains, avec une substitution par des lignes ferroviaires, et forte réduction des vols internationaux, ce qui renvoie d'ailleurs à toute la question de la délibération collective sur comment on régule évidemment ces questions-là. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure en vous montrant le donut, mais cette idée même du donut et de la sobriété comme principe pour atteindre cet état renvoie vraiment à la question démocratique. Il faut que j'accélère un peu ou... Non, on a du côté des véhicules une augmentation du taux d'occupation. On est à 1,2 personnes en moyenne dans les voitures en France. On peut calculer qu'aux heures de pointe, ça fait pratiquement 50 millions de sièges vides qui se baladent dans les voitures françaises. Donc il y a un enjeu très fort à développer le covoiturage. Et en fait, il y a plus de potentiel à passer à 2 personnes en moyenne par véhicule qu'à passer à 2 litres au 100. Sans parler évidemment du passage à l'électrique, mais c'est vraiment un levier important.
La réduction des limites de vitesse, alors on nous dit toujours que c'est une mesure extrêmement impopulaire. Impopulaire peut-être, mais moi je réponds toujours que la réduction de la mortalité routière, de la pollution atmosphérique, de la congestion des routes, du poids du carburant dans le budget des ménages et aujourd'hui du poids géopolitique de nos importations d'énergie fossile, tout ça c'est des objectifs a priori très populaires. Donc si on explique aux gens que la baisse des limites de vitesse est en fait le moyen le plus rapide à notre disposition pour contribuer à l'atteinte de tous ces objectifs, je pense qu'on peut en faire une mesure populaire. Sur le transport de marchandises, on a aussi tout un tas de leviers sur lesquels on joue. Réduction des tonnages transportés, réduction de 40% par rapport à 2020 à l'horizon 2050, en lien avec des politiques de modération du côté industriel que j'illustre dans un instant. Un report modal important là aussi vers le ferroviaire et vers le fluvial. Et un meilleur taux de remplissage des camions qui, mine de rien, est comme pour le taux d'occupation des voitures, un levier important. Sur l'industrie, donc on est sur d'abord une réduction de la production des matières premières qui sont les plus génératrices de consommation d'énergie et d'émissions. Typiquement, on va remplacer l'acier et le ciment par du bois dans la construction. On est sur une baisse globale des besoins de production manufacturière liés à des logiques de réparabilité et de durabilité des objets, et une augmentation des taux de recyclage, aussi bien pour les plastiques que pour les métaux, ce qui, par ailleurs, appelle plein de changements dans les process et même dans la conception d'un certain nombre d'équipements. Dernier point rapide sur l'agriculture. Là, on est sur une forte réduction des gaspillages alimentaires, bien sûr, et sur une évolution importante en termes d'alimentation. Et ça, il y a assez peu d'échappatoires là aussi. Quand on regarde les équations en termes de gaz à effet de serre, il faut aller vers une diminution par 2 de notre consommation de viande, en moyenne par rapport à aujourd'hui à 2050. Alors je dis souvent là aussi que en fait, division par 2, il y a plein de façons de l'atteindre. Si je convainc quelqu'un qui mange autant de viande que moi d'arrêter, à 2 on a fait le job. Au-delà de la blague, c'est pour illustrer que derrière tous les chiffres que je vous ai présentés ici, qui sont des chiffres en moyenne et qui sont des chiffres à 2050, il faut bien raisonner, 1, en évolution progressive, et 2, en évolution qui ne sont pas normatives, au sens qui n'implique pas que tout le monde entre exactement dans le même moule. C'est-à-dire c'est les moyennes qui évoluent, mais on est dans une vision de la société où des modes de vie différents, ruraux, urbains, plus ou moins aisés, etc., peuvent complètement continuer à cohabiter. Je vais passer juste sur ce focus électricité spécifique pour en venir à l'impact que donnent toutes ces mesures de sobriété dans notre scénario. Vous avez ici l'illustration de l'évolution en termes de consommation d'énergie finale. Donc la courbe rouge en haut, c'est en gros les politiques et mesures existantes telles qu'on peut imaginer qu'elles se déploient. La courbe en bleu, c'est la baisse de la consommation d'énergie finale par secteur dans le scénario négawatt. On est globalement sur une réduction de moitié de la consommation d'énergie finale par des actions de sobriété et d'efficacité. Vous voyez la sobriété en orange, qui joue un rôle différent selon les secteurs, mais qui globalement contribue à environ 20% de baisse de la demande en énergie finale. Donc vous voyez que c'est un potentiel important. Ce faisant, elle contribue à l'atteinte de la neutralité carbone en empreinte, puisque c'est un résultat fondamental du scénario négawatt. Et elle contribue aussi à une forte réduction de l'empreinte en matériaux. Le scénario, globalement, atteint une division par 2 des besoins en matériaux primaires de la société française, là aussi en empreinte
à l'horizon 2050. Alors c'est vrai globalement, évidemment, quand on parle matériaux, il faut les regarder matériaux par matériaux, métal par métal, etc. Et donc globalement, on diminue les besoins sur pratiquement tous les métaux, y compris les métaux critiques, et on l'a regardé en détail. Il y a quand même des points d'alerte, et un point d'alerte, c'est le lithium. On a représenté assez finement les besoins cumulés en lithium de la société française pour les batteries des véhicules électriques. Et vous avez vu à travers les hypothèses que je vous ai formulées sur une modération du fret et de la mobilité, de la taille des véhicules, du nombre de véhicules, etc., qu'on réduit par rapport à beaucoup de scénarios les besoins en lithium de l'économie française. Il n'empêche qu'en cumul, on frôle une limite qu'on s'était donnée dans le scénario, qui est une consommation cumulée entre 2020 et 2050 correspondant à la part française des réserves prouvées mondiales. Et donc, sur un enjeu comme le lithium, on voit que une dérive de l'électrification sans transformation profonde de la mobilité, en fait, nous amène à des choses difficilement soutenables. Alors, les réserves prouvées de lithium sont loin de représenter la ressource, mais évidemment, si on va au-delà des réserves prouvées, ça veut dire qu'on va vers de l'extraction, et si on y va sous la pression des besoins, ça veut dire qu'on va vers de l'extraction dans des mauvaises conditions du point de vue environnemental, du point de vue social et du point de vue des tensions géopolitiques que ça entraîne. Au-delà de ces enjeux, on décrit à travers le scénario Négawatt tout un tas de co-bénéfices de la sobriété vis-à-vis d'un certain nombre d'objectifs de développement durable. Donc on retrouve la matrice dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a des impacts positifs du côté de la biodiversité, par exemple, ou du côté de la santé, du côté du cadre de vie en ville. Sur la santé, on a par exemple calculé, en appliquant les ratios de l'Organisation mondiale de la santé, que le transfert modal vers les mobilités douces représente plus de 10 000 morts prématurées évitées à l'horizon 2050 par rapport à un scénario sans ce transfert. Je finis par, disons, un résumé de pourquoi, à travers toute cette analyse, la sobriété est un levier clé. Elle est d'abord un levier clé parce que, pour la transition et la soutenabilité, parce que elle nous amène à avoir besoin de moins de ressources et à avoir besoin de moins d'équipements, de nouveaux équipements dans le cadre de la transformation et de la transition. Et donc ça veut dire plus de faisabilité de mise en œuvre de cette transformation, en maîtrisant le volume de nouveaux équipements à mettre en œuvre. Donc elle l'accélère et elle rend la substitution plus profonde. Elle est porteuse de tout un tas de co-bénéfices en termes de matériaux, d'usage des sols. Le scénario Négawatt est un scénario qui répond à l'objectif français de zéro artificialisation nette, d'utilisation d'eau, de santé, etc. Donc elle est porteuse de tous ces co-bénéfices. Et puis, tu évoquais la crise Covid tout à l'heure, ça nous a fait réfléchir aussi à la question des chocs et de la résilience. Et en gros, en réduisant l'occurrence et l'ampleur de chocs possibles, en réduisant la vulnérabilité du système de choc qui pourrait quand même se produire, et en réduisant la sensibilité du système aux effets résiduels de choc, en fait, la sobriété participe d'une résilience socio-économique. Je vais juste mettre ça à l'écran sans le commenter. C'est juste un passage de relais vers la table ronde qui vient. Juste pour dire que voilà, quand on réfléchit à partir de tous ces leviers techniques de sobriété, tels que je les ai illustrés à travers notre approche plutôt ingénieure de Négawatt, et qu'on essaye de penser aux politiques que ça implique, eh bien on peut penser à énormément de choses, et il faut penser à énormément de choses. Il faut penser à travailler à l'évolution des infrastructures, à travailler, et le GIEC d'ailleurs insiste là-dessus dans son chapitre sur la sobriété, il faut travailler sur les infrastructures en dur,
par exemple les infrastructures de transport, et sur les infrastructures soft, les normes, les valeurs. Il faut réglementer les excès. La logique du donut nous amène à couper des usages qui ne sont pas compatibles avec les limites. Et puis il faut bien sûr faire de l'information et du soutien. Et il y a déjà plein de mesures, d'idées qui existent. Je finis par ça. Malheureusement, elle est en anglais seulement, mais des collègues qui travaillent avec nous d'ailleurs dans ce projet de scénario européen viennent de publier il y a 2 mois une base de données qui comporte plus de 300 politiques et mesures relatives à la sobriété dans tous les secteurs vis-à-vis de tous les enjeux. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas qu'il faut le faire et on ne peut pas dire qu'on ne sait pas comment il faut faire. On a tous les éléments. Et donc, messieurs, à vous de jouer. Grand merci, c'était vraiment super intéressant. Nous, évidemment, chez IOE, on est hyper fan du scénario Megawatt. On est très content qu'il y ait son petit frère belge qui arrive très bientôt dans le cadre du scénario européen. Évidemment, il faut toujours penser européen quand on pense scénario. Hein. La Belgique, c'est trop petit, la Wallonie, on n'en parle même pas. On va passer au débat politique. Donc, grand merci. Donc, je vais demander à nos mandataires politiques de nous rejoindre. La tartine, l'humain, le dilemme. C'est la fin de la redoute, je crois. Want to lie down? My legs up. Ja, det. Put them up. The monster is beaten. Il a perdu. Donc, ça pour se rappeler, une évidence pour beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, c'est que l'énergie est bien trop cher et trop luxueux pour être dépensé. C'est bien le principe principal de la sobriété. Pour débattre, nous avons un panel de politique des 5 partis. Nous avons Thierry Warmous, grand merci du PTB. Nous avons Laurent Léonard du PS. Nous avons François Dequesne, désengagé, ancien CDH. Monsieur Nicolas Janssen du MR. Et Olivier Guérin d'Écolo. Alors, pour commencer, voilà le panel. L'idée, ça va être d'être une interaction avec vous. Alors, on va vous proposer d'utiliser Slido pour vous donner, votre avis. On va vous poser des questions. On va poser des questions à notre panel politique. Et on va voir, parce que comme Yves l'a dit, la sobriété, c'est l'individu et la structure. C'est le politique et l'individu qui doivent réagir. Et donc, on va essayer de vous demander de voter. On va faire un premier test. Donc, vous avez les codes Wi-Fi qui sont sur les côtés
ici pour vous dire que la technologie n'est pas opposée à la sobriété. Ça, c'est déjà un premier renseignement de la soirée. Et donc, on va faire un premier test, Xavier, avec la... Si vous avez pu vous connecter, la plupart d'entre vous, il y a une première question. Je vais vous appeler à vendre, à signaler que signifie, qui évoque pour vous la sobriété, et on va regarder de votre côté ce que ça donne. Encore attendre quelques secondes, je ne sais pas, ça vote toujours. Ouais, tout le monde n'est pas super habile avec l'outil, donc... C'est ça, hein. L'entraînement. Et puis tout le monde n'en a pas. Ah, c'est ça. Bon, bah, en tout cas, on a quand même une bonne idée du mot qui revient très fortement dans la salle. Je vais juste vous demander en un mot, je vais poser la même question à notre panel politique, en un mot pour sobriété, et puis après peut-être je vais demander à développer à certains d'entre vous. Alors, un mot pour sobriété, Olivier Bérac. Oui, pardon, j'ai pas le micro. J'aurais envie d'ajouter un mot qui n'est pas encore dans cela, c'est convivialité. Sobriété de micro. Je dirais avenir. Aujourd'hui. Il n'y a pas de mot non plus, donc changement. Moi, je veux dire système, vous expliquerez après. Alors, peut-être d'abord, je vais demander à... Parce qu'il y a deux parties sur lesquelles on analyse évidemment chez Yoé les programmes hein, de tous les partis. Il y a deux parties dans lesquelles, à ma connaissance, le mot sobriété apparaît. C'est chez Écolo et ça c'est nouveau, chez les engagés, donc l'ancien CDH, qui vient de sortir son manifeste. Donc je vais me permettre de poser la question quand même à M. Dequesne. Tiens, comment est-ce que vous êtes arrivé à la conclusion qu'il fallait mettre sobriété dans votre programme? Merci, bonsoir à chacune et à chacun. On a mené un travail depuis 2 ans d'introspection, à la fois en interne, mais également avec d'autres acteurs, dont certains dans la salle, pour faire un peu le constat qu'aujourd'hui, le mode dans lequel nous vivons, les systèmes dans lesquels nous vivons sont des systèmes qui sont arrivés à bout de souffle. On a rajouté pendant des années rustine après rustine, et aujourd'hui, il faut réinventer la façon dont notre monde doit demain être, évoluer, se développer. Et c'est certainement pas la croissance infinie, c'est certainement pas la réponse technologique à tout craint, c'est certainement pas le consumérisme dans lequel notre société s'est vautrée, s'est goinfrée, en tout cas côté occidental, c'est certain. Et donc, ce qu'on a envie, c'est de donner un autre cap, un autre message, une autre vision des choses. On a envie de régénérer le monde dans lequel on vit, de reconstruire des solutions en repartant d'une feuille blanche. Et pour nous, la sobriété est tout de suite arrivée comme un élément fondamental en agissant sur 2 éléments. C'est non seulement sur l'offre, et ça c'est le rôle de l'État, du régulateur, de fixer des règles, et on va en parler, mais également d'agir sur chacune et chacun d'entre nous. Et c'est par l'éducation, les changements de comportement, et sans doute se dire que finalement le consumérisme, c'est pas ce qui mène au bonheur, c'est même quelquefois ce qui mène au malheur de notre planète. Alors, je pose une petite question. Dans le manifeste, page 2, sobriété, page 25, Smart Cities, et très, très techno. Enfin, j'exagère un peu. Comment vous voyez ça? Parce qu'il me semble qu'on met beaucoup sur l'individu. L'individu, il va être avec beaucoup d'applications, il va être tenté de les utiliser. Smart Cities, c'est l'intelligence collective pour construire des modes moins utilisateurs de toute une série d'éléments. C'est aussi concentrer et condenser l'habitat. C'est aussi faire en sorte que des fonctions et des comportements soient plus rationnels qu'aujourd'hui, où finalement chaque individu décide seul de ce qui est son propre bonheur de façon égoïste. Alors qu'on voit qu'aujourd'hui, comme les moyens et notre planète sont limités, on doit s'organiser, et l'intelligence artificielle, l'intelligence collective doit y contribuer. Monsieur Warmous, le PTB n'est pas très fan du capitalisme, hein, on va dire ça comme ça. Et pourtant, sobriété, à ma connaissance, ça n'apparaît pas dans votre programme. C'est quand même vraiment très étonnant. Il me semble que c'est quand même une bonne manière de remettre en question le capitalisme.
Ok. Est-ce que vous m'entendez sans micro? Oui. Nickel. Ok, et moi on m'entend aussi? Okay. D'abord mes excuses, je suis arrivé trop tard, on était en commission des mots importants pour que NG paye pour ses déchets nucléaires. Donc je suis resté jusqu'au bout pour s'en voter. Voilà, et donc j'ai raté l'introduction, la moitié de l'introduction, j'espère qu'on aura les diapos. D'abord je voudrais, sur la sobriété, qu'est-ce que ça évoque de regarder dans le dictionnaire pour là-dessus, hein. Donc le fait d'être modéré, bon c'est évident, il faut être modéré dans son empreinte écologique, dans la consommation d'énergie et de matériaux. Mais je voudrais faire d'abord d'emblée la distinction entre une sobriété volontaire ou non volontaire, choisie ou non choisie. Hein. Donc j'y reviendrai. Beaucoup de gens vivent aujourd'hui, certainement aujourd'hui, avec la crise actuelle, dans la sobriété, qu'ils le veuillent ou non. Et aussi d'une sobriété confortable ou non confortable, parce que quelqu'un qui vit dans un petit logement mal isolé, mais qui a juste quelques mètres carrés, il vit dans la sobriété, mais c'est pas confortable. Quelqu'un qui vit dans une maison passive, il a aussi la sobriété, mais elle est confortable. Et donc, effectivement, Arnaud, tu as bien introduit Donc, sur le fait de réduire la consommation d'énergie et de matériaux, on est bien entendu d'accord avec le PTV, c'est dans notre programme aussi. Et le fait aussi de remplir les besoins sociaux selon les limites de la planète. Ça aussi, je suis tout à fait d'accord avec, c'est notre programme. Et donc, tu as bien dit, pour nous, c'est une question de système économique, c'est pour ça que et donc, le capitalisme, qui est poussé par la soif du profit, c'est inhérent au capitalisme, pousse à la consommation et pousse effectivement au contraire à la croissance et au contraire à la sobriété. Et pour nous, il faut donc un autre système économique qu'on appelle socialisme 2.0, que 1.0 pas commencer ce débat-là, mais soit. Mais ça doit être planifié, c'est-à-dire dans l'exposé que monsieur a fait, par exemple, j'ai noté il faut offrir une alternative au transport en commun. On verra sur les questions de planification. Mais voilà, donc il faut en tout cas, au niveau de la société, qu'il y ait d'autres choix qui soient faits. Ça doit être fait de manière planifiée, ça doit être fait aussi de manière démocratique avec la conscientisation. Oh, merci. Et donc, j'essaie de respecter les temps de parole. Les 3 minutes sont déjà passées. Ok. Voilà, mais en tout cas, on est pour au niveau de la société et le choix individuel, volontaire, on n'a pas de problème avec forcément, mais pas pour obliger les gens. Grand merci. Juste une chose que je voulais dire quand même. Allez, 10%, je pense que c'est absurde avec le chiffre, 10% des plus riches consomment 6 fois plus ou émettent 6 fois plus de CO2 que 50% des plus pauvres. Et voilà, et donc c'est à ça qu'on s'attaque. On va beaucoup donc continuer la suite. Donc voilà, le rappel, c'est une définition qui vient de mégawatts, mais on peut passer tout ça. Et on va aller directement. L'idée, ici, vous l'avez compris, c'est d'essayer de réfléchir au levier de la sobriété. On ne parle pas, IOE est une structure qui essaie de faire des propositions, donc on va voir les leviers dans les différents secteurs, pour voir comment on peut changer les choses pratiquement. Et comment le politique a sa responsabilité, et comment éventuellement l'individu que vous représentez ici, Panel Citoyen, a sa responsabilité aussi. On va d'abord commencer par le logement, avec des mesures de sobriété. Ça va être suivant. Ici, c'est intéressant. La sobriété, c'est, très brièvement, c'est une étude qui vient de l'administration fédérale et qui montre qu'à l'horizon 2050, pour diminuer nos consommations d'énergie, la moitié des potentiels, c'est la sobriété. Ça, c'est vraiment la première chose importante. Et ça m'amène évidemment à la première question éventuellement pour l'écolo. Sobriété dans le logement, Philippe Henry a la responsabilité du logement. Il travaille énormément sur la partie isolation, qui est la partie technologique. Par contre, on l'entend très peu sur la partie sobriété. La partie sobriété, c'est la réduction des espaces moyens par habitant et éventuellement de la température. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans le disque dur et dans le programme parce que le ministre, en tout cas, on n'en parle pas beaucoup. Mais le ministre du Logement en région Wallonne, c'est Christophe Collignon. Mais les deux ont certainement une responsabilité partagée pour faire avancer les choses. Mais moi, ce que j'avais trouvé intéressant dans l'introduction du débat, dans l'invitation et dans les questions qui nous étaient présentées, c'était aussi le lien avec les politiques fédérales et avec l'individualisation des droits. Et en fait, c'est l'importance de penser de façon systémique et transversale qui a été bien mise en avant dans l'introduction. L'individualisation des droits sociaux, c'est une mesure d'aménagement du territoire hyper efficace en fait. C'est une mesure qui permettrait de ne pas devoir, pour
conserver un minimum de moyens pour vivre, pour certaines personnes qui sont concernées par ces aides, ça leur permettrait de ne pas être obligés, dans certains cas, de vivre de façon isolée et de pouvoir par contre vivre dans des colocations, dans des copropriétés, etc., sans perdre certains droits, et donc atteindre certains objectifs ici de réduction de la taille en moyenne, en tout cas de la surface consommée par tout un chacun pour ces logements. Et ça rejoint aussi pour moi le mot que j'ai voulu mettre en avant, ce que m'inspire la sobriété, qui est la question de la convivialité. C'est que dans une société où on consomme moins, où on produit moins, a priori c'est aussi une société où on doit moins travailler parce qu'on n'a pas cette obligation de produire pour entretenir le système. Et donc c'est une société où on peut aussi passer beaucoup plus de temps avec sa famille, de temps dans la délibération politique aussi, avoir du temps pour s'investir dans l'associatif, dans son quartier, mais aussi par exemple pour vivre de façon plus conviviale en partageant son logement. Et ça, je crois que c'est une notion qui est vraiment importante à mettre en avant. Ça a été dit dans aussi la notion de sobriété choisie, de sobriété volontaire, c'est cet aspect de convivialité et du fait que si on va vers une société comme ça, c'est un avenir qui est souhaitable, qui est désirable, et pas quelque chose qui est imposé, et quelque chose qui serait forcément une contrainte. Je rebondis sur ce mot de sobriété choisie, qui n'est pas une contrainte. Quand j'ai un avion à 20 €, j'ai le choix de prendre ou de ne pas prendre l'avion, mais l'avion est à 20 €, le train est à 150 €. Où est mon choix? Donc, la structure, que le politique fait, donc à un moment, il y a une contrainte qui doit venir du politique. Oui, ça, évidemment, mais ce que je veux mettre en avant, c'est qu'il faut pouvoir offrir ce choix et montrer que c'est un choix désirable, simplement, et que ça ne doit pas venir forcément d'une obligation pour les citoyens, mais que le politique a la responsabilité, effectivement, de mettre en place les conditions pour que ce choix-là soit plus désirable et plus facile qu'un choix plus polluant et plus consommateur. Pas d'obligation? Jamais? Si, bien sûr. Il y a en tout cas des interdictions qui doivent être mises en place pour certains usages qui sont néfastes. Et par exemple, ça a été cité, l'exemple des trajets courts en avion, pour moi, ça doit passer par une interdiction pure et simple, à partir d'un moment, si on veut être sérieux par rapport aux objectifs qu'on poursuit. Donc les deux leviers, taille et température des logements. Désolé, on n'a pas de télécommande. Juste pour rappeler quand même que donc la Belgique est un des pays en Europe qui a les logements de plus grande taille. Première information. Deuxième information, c'est que le logement du futur existe déjà. On ne va pas abattre le logement existant et il y aura des nouvelles maisons, mais principalement en 2050, on habitera dans le logement tel qu'il est aujourd'hui et donc il faut le diviser. On doit créer le logement sur le logement existant. Et dernière information, c'est que les ménages wallons, évidemment, sont de plus en plus petite taille, vieillissement, séparation. Peut-être que certains d'entre vous l'ont malheureusement expérimenté. Et donc on a des grands logements avec des ménages de plus en plus petits, et donc des logements trop grands, CQFD. Je ne suis pas sûr qu'il faut les diviser, on doit les partager. Parce que je pense effectivement que certaines formes d'habitation, voilà, une grande salle de réunion, de salle à manger, etc., on peut la partager. Après, chacun a le besoin de pouvoir vivre dans sa partie privative, mais je pense que c'est plutôt ça que de diviser, parce que si on divise un immeuble et on remultiplie chacune des fonctions d'habitation, on risque d'arriver à un moment donné à des clapiers. C'est pas ça l'objectif. Je pense qu'il y a moyen de réaliser dans l'espace bâti un réaménagement interne, et notamment avec le partage de vie, c'est-à-dire la capacité effectivement à individualiser les droits sociaux. Ça, je pense, c'est un élément évident. On vient de le faire paradoxalement très rapidement pour les Ukrainiens, puisque si on accueille chez soi des Ukrainiens, on partage son lieu de vie, mais il n'y a pas de sanctions sur les droits sociaux. Donc ça, c'est la preuve qu'on peut le faire. Ok. Maintenant, aujourd'hui, j'ai un logement de grande taille. J'ai posé la question à M. Léonard. Voir comment vous complétez. J'ai un logement de grande taille, je suis une personne âgée, je veux le diviser parce que j'ai des problèmes de revenus notamment, et que si j'avais un appartement en haut, ça me permettrait d'avoir une rentrée supplémentaire. J'ai tous les freins du monde, que ce soit les codes d'urbanisme, on a 1 millier de freins, le PS en l'occurrence, me semble-t-il, est aux manettes dans pas mal d'endroits, aussi bien qu'au niveau communal que régional. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut essayer de défricher un peu tout ça pour permettre au moins aux gens qui le désirent et faciliter
la division. Alors, c'est évidemment une démarche qui est très large. Hein. On parle de sobriété, c'est évidemment une démarche holistique parce que ça touche évidemment tous les secteurs. Je pense profondément, dans le cas que vous venez de donner, qu'on doit travailler, sur l'étalement urbain. C'est une première des réalités. Donc, on y arrivera peut-être par la suite, donc voilà, je ne vais pas y venir tout de suite. Par contre, il y a aussi toute la question des régimes fiscaux. Je ne sais pas si vous souhaitez qu'on l'aborde, peut-être par la suite également, mais il y a des réalités là qui, à un moment donné, freinent, comme vous l'avez dit, un certain nombre de personnes à pouvoir partager, à pouvoir accueillir. Et alors, on viendra probablement par la suite à la question des régimes légaux, hein, donc que ce soit les mariés, que ce soit les cohabitants légaux, que ce soit les cohabitants de fait, on y arrive. Et donc, je pense qu'il faut effectivement une harmonisation à ces différentes questions légales, on va dire, pour pouvoir justement favoriser, parce qu'il faut favoriser, inévitablement. Et François a pris un exemple, c'est un exemple criant, et ça se fait déjà, d'ailleurs, dans de nombreux logements, hein, où on a des espaces, de nombreux pas encore, malheureusement, mais où on a des espaces partagés, voilà, qui permettent donc de vivre plus harmonieusement. Pour finir sur le logement et sur cette question de la taille des logements, je vais vous demander simplement à tous, vous avez des petits cartons en dessous devant vous, et simplement, à notre connaissance chez IOE, on suit quand même bien ces questions-là, il n'y a pas de parti qui travaille et qu'on fait des groupes de travail, des groupes de réflexion sur ces différents leviers, sur comment réfléchir à la taille des logements par habitant. Le but évidemment, c'est pas tout le monde en équilapier, vous l'avez bien compris. Est-ce que vous estimez, en rentrant chez vous dans vos partis, vos états-majors de partis, est-ce que vous allez proposer de travailler davantage sur ces questions de taille de logement moyen pour les prochaines élections qui sont quand même dans 2 ans? Là ben voilà, déjà une bonne nouvelle. On va demander pour pouvoir expliquer. On va passer, on m'avait demandé à l'avance. On va passer à la suite, on y reviendra si on a le temps. Donc on va aller plus loin. J'improvise un peu, hein. J'aime bien. Ça vous dérange pas? Voilà, une question pour vous. On passe sur le slide. Parce qu'évidemment, pour que les politiques changent le cadre et facilitent la division, il faut évidemment que les gens aient envie de diviser. Ça, c'est la première question. C'est pas la question. Évidemment, on a un panel représentatif, me semble-t-il. Ok, on a donc plus ou moins 2 tiers, 1 tiers à ce stade, 2 tiers, 1 tiers qui estiment que leur logement est dimensionné par rapport à leurs besoins. Super. Mais on a quand même 1 tiers qui estiment que leur logement est surdimensionné par rapport à leurs besoins et qui seraient peut-être intéressés par une division. Peut-être. Mais il faut que ce soit facilité. Bien, voilà. Une division ou un partage ou une cohabitation. Voilà, oui, tout à fait, M. Desquesne. On a bien entendu votre point et vous avez tout à fait raison. Petite information, il y a des sondages qui ont été faits un peu plus, de manière un peu, sur des panels un peu plus grands, et effectivement, on arrive plus ou moins à ces questions-là, à ces proportions-là de 20-30% de gens qui se disent prêts à vivre dans le logement plus petit par personne. On peut aller plus loin. Voilà. Je ne vais pas avancer, désolé. On a fait une petite question pour vous. 2e levier de la sobriété dans le logement, la température des logements. Slide suivant, vous avez. Pardon. Température des logements, énorme levier de la sobriété dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. En 1970 et 2020, on a pris donc 3-4 degrés, et ça veut dire 40% d'augmentation de la consommation énergétique. À surface à changer. Donc, levier gigantesque. Là, je vais laisser nos politiques se reposer un peu. Je vais vous poser plutôt la question à vous, avec le slide-o. Est-ce que vous seriez prêt à diminuer, en moyenne, plus ou moins d'1 degré, on va dire, de rajouter un pull dans votre logement, si on vous le demandait?
Bon, alors là, je pense qu'on est en tout cas devant un levier à activer avec des campagnes de sensibilisation, mais c'est quand même toujours une information. Et effectivement, hein, on avait une étude du SPF aussi qui est super intéressante, qui dit que les gens sont plutôt prêts. On va passer au prochain secteur. On y reviendra, monsieur Warmou, j'ai pas oublié votre demande. On va passer au transport. Sobriété dans le transport. Évidemment, la première mesure qui a été très mise en avant par Yves Marignac, c'est la réduction de la vitesse sur les routes. Ici, je mets l'autoroute 120 en Belgique, pour ceux qui roulent. On passe à 110. Si toutes les voitures roulent à 120 et elles passent toutes à 110, on a 15% de consommation de carburant en moins. L'Agence internationale de l'énergie en faisait, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, la première mesure pour s'émanciper du pétrole russe. Du coup, ma question, elle va aller vers vous, monsieur Janssen. Vous êtes plutôt, j'imagine, je vous pose à vous la question à vous, ou MR en général. Il me semble que l'indépendance... Pardon. Merci beaucoup. L'indépendance par rapport à la Russie et au gaz et au pétrole russe est super importante pour vous. Et pourtant, il me semble qu'on n'a pas entendu un fort soutien à cette mesure 120-110 km réduction de la vitesse sur la route. Oui. Non, c'est évidemment bonsoir à toutes et à tous aussi. C'est évidemment un bon argument. La position du MR sur le sujet est plus nuancée en effet, mais dans le sens qu'elle va, que nous sommes favorables à une modulation, donc une modulation dynamique de la limitation de vitesse, donc accompagnée d'une forme de signalisation adaptée aussi. Ça se fait déjà dans pas mal de pays, comme la Norvège et les Pays-Bas, où ils proposent par exemple de diminuer la vitesse à 110 km/h pendant la journée, enfin, voire moins, 90 km/h en fonction, donc non seulement de l'heure du jour, en fonction des conditions météorologiques, en fonction évidemment de certains pics d'utilisation journaliers. Et on constate, donc non seulement ça évidemment, ça permet de fluidifier le trafic, on constate aussi que ça permet d'augmenter l'attention en fait des conducteurs, des utilisateurs. Et donc, la plupart du temps, voilà, ça les rend plus attentifs aussi, ça les encourage aussi. Il y a une étude qui est sortie récemment montrant que si, du jour au lendemain, on décidait de diminuer la vitesse en Belgique à 110 ou 100 km/h, mais probablement qu'un nombre important d'utilisateurs ne respecteraient pas cette nouvelle obligation. L'Agence internationale de l'énergie, j'imagine qu'elle a un peu fait ses calculs. C'est un organisme sérieux. Oui, enfin, mais là, voilà, il s'agit d'une enquête. Mais je ne dis pas, enfin voilà, mais je dirais que notre position était plutôt d'aller dans le sens de cette modulation et qui permet, évidemment, ça suppose une forme de signalisation qui le permet aussi. Et donc ça représente un coût, mais dans le cadre du plan de relance, il y a 5 millions d'euros qui ont été prévus donc, par la ministre Debut, et pour mettre en place toute une série de projets pilotes et permettant d'aller dans ce sens, dans le sens de cette modulation, et qui permet, et c'est assez convaincant et cohérent, j'ai envie de dire, vu que ça permet non seulement de diminuer la consommation, la pollution et la tension, et je dirais tous de nous rendre plus attentifs aussi quand on est utilisateur, pour ceux qui prennent la voiture. Projet pilote donc sur la table de votre côté. Est-ce que je peux poser et de nouveau prendre le petit panneau, désolé ça va être un peu simplificateur. Est-ce que je vais simplifier sur cette mandature-ci? Sinon ça va être un peu compliqué pour les partis de la majorité en tout cas. Et puis dans les programmes pour les prochaines élections, pour ceux qui ne sont pas dans la majorité, est-ce que vous êtes prêts à une réduction de la vitesse sur les autoroutes et sur les routes nationales? De manière constante, donc c'est ça, c'est pas de modulation justement. Oui, en général, vitesse générale. Sur le principe des gars fondés, Je peux m'expliquer rapidement. Allez, très rapidement, monsieur Dequet. Voilà, donc on pense que sur les autoroutes en bordure d'agglomération, on est pour une diminution de la vitesse à 100 km/h. Et sur les tronçons hors agglomération, hors bordure de grandes villes,
pense qu'on peut laisser à 120, mais qu'on doit mettre en place des radars tronçons. Aujourd'hui, en réalité, les voitures ne roulent pas à 120 km/h sur l'autoroute, mais davantage plus proche de 130 km/h. Et donc, on applique d'abord les règles avant de diminuer la vitesse, parce que dans les mesures, nous devons avoir une acceptation sociale, et celle d'abord de respecter les limites qui existent. C'est la première, et ça permettra de réduire la consommation immédiatement. Donc l'Agence de l'international de l'énergie se trompe. Qu'elle vienne en Belgique et qu'elle vous voit à quelle vitesse les voitures roulent. Je vous défie de rouler en dessous de 120 km/h et de ne pas vous faire dépasser sur les autoroutes en Belgique. Monsieur Léonard, rapidement, puis Monsieur Marmouze. Je ne veux pas dire que tout le monde, que personne ne respecte les limitations. Je pars du principe qu'elles sont là et qu'il faut les respecter, bien entendu. Donc, je ne vais pas jusqu'à ce que François dit. Néanmoins, sur le principe, oui, bien entendu, je pense que réduire la vitesse, notamment sur les autoroutes, aura de bienfaits énormes. On a parlé des gaz à effet de serre, on peut parler des particules fines, on peut parler des accidents, donc toute une série d'éléments très concrets. Et je ne vous cache pas que dernièrement, j'ai fait le test en roulant pendant plusieurs mois, 2 mois à 110 km/h sur l'autoroute. Alors, ce n'est pas scientifique, bien entendu, puisque c'est mon cas personnel, mais j'ai réduit de 0,9 litres au 100 ma consommation. Donc c'est considérable, et pour les gens, je pense que ça peut avoir un impact assez important. Mais, ça a été dit tout à l'heure, et c'est vrai, c'est une mesure très impopulaire. Il faut le reconnaître. Oui, tout d'abord, moi je réponds ici honnêtement à n'importe quel public. Quand on votera, je voterai ce que j'ai dit. Donc je ne vais pas promettre des choses et je ne vais pas parler selon le public. Pourquoi j'ai voté non? C'est parce qu'on met la responsabilité de nouveau chez les gens. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir un shift du transport individuel en voiture vers les transports collectifs, comme il a été dit dans l'exposé. Et ce n'est pas non plus les voitures électriques qui sont la solution, comme le gouvernement, etc. président. Donc c'est ça l'enjeu, c'est ça le principal enjeu. Donc on attend beaucoup plus que 15% de réduction. Je synthétise de manière... Oui, mais tu m'interromps systématiquement, donc je voudrais quand même terminer mon propos. Parce que je veux faire le lien avec la première question, parce que c'est exactement la même chose. L'enjeu là, c'est isoler les bâtiments. C'est pas tellement réduire la taille des logements, c'est beaucoup plus faire isoler, et donc pour ça il faut une société publique qui aide les gens avec un tiers payant à isoler leurs bâtiments. Il y aura beaucoup plus de gains. Voilà, c'est pour ces raisons-là que j'ai voté non. Challenge quand même, je suis là pour ça. L'étude du SPF, c'est 50% des réductions, isolation du bâtiment, super important, et 50% sobriété, taille, température. C'est l'étude du SPF, c'est quantifié, mesuré. Donc on se prive de 50% de l'effort. On se prive de 50%. Je pense que la plupart des gens, et moi je regarde la majorité des gens qui vivent dans les villes, etc., ils ne vivent pas dans les grands logements. Donc je n'y crois pas. Voilà. Et je veux quand même aussi préciser par rapport au statut de cohabitant qu'effectivement, pour des raisons sociales, pour un autre motif, on est pour supprimer ce statut-là, qui a un effet alors effectivement sur la taille de logement, puisqu'on favorise le fait de la cohabitation. Ça c'est vrai. Mais j'ai voté non parce que c'était dans un autre objectif. Donc je réponds honnêtement. Voilà. Merci beaucoup. Donc, et vous? Ah, c'est bon, notre panel représentatif sur... La provoque. C'est une mesure plutôt populaire quand même, en tout cas dans notre panel de citoyens. Ils sont plutôt convaincus. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va continuer, on va aller sur notre deuxième mesure de sobriété dans le transport. Un petit piège. Visiblement Michel de Meulenard était mal informé parce qu'on avait quand même plus de verts. Et dans cet article, il disait qu'aucun parti francophone ne soutient franchement la mesure. Il faudra téléphoner à Michel de Meulenard pour lui dire que c'est en train de changer. On aura le jour du vote. Alors, on passe au suivant. Deuxième levée de la sobriété dans le transport, la taille. Ça, c'est le petit chouchou d'IOE, l'ISACAR. Si vous connaissez bien le travail d'IOE, vous savez que l'ISACAR, c'est un travail sur lequel on travaille depuis des années. Sylvie me regarde en disant oui. On a fait un gros travail là-dessus. La taille, la puissance et aussi le coefficient de pénétration dans l'air, c'est des gros facteurs pour diminuer la consommation des véhicules. Ici, le tableau qui vous donne un petit comparatif entre deux voitures, même modèle,
simplement une plus grosse, plus puissante, le même modèle, et on voit évidemment en bout de course la consommation qui explose juste en changeant la puissance et le poids. Donc gros sujet. En cours pour le moment, une discussion, c'est sur la fiscalité automobile. Super important pour IOE, donc je me permets de poser la question, c'est en cours, je sais que c'est discuté au sein du gouvernement, donc je vais poser la question à M. Léonard. Pour le moment, en fait, si les ménages wallons peuvent acheter une voiture moins grosse, moins puissante, pendant plusieurs années, ils vont réduire leur facture de carburant. C'est mathématique. C'est donc une mesure hyper sociale selon IOE. Et pourtant, le PS n'a pas l'air très chaud d'une fiscalité à l'achat sur le poids, la puissance du véhicule. Je vous laisse la parole. Alors, je pense que c'est plus complexe que ça. Ah, donc, alors, tout d'abord, on est, il faut le dire, pour le principe du pollueur-payeur, donc on n'a aucun souci par rapport à ça. Par contre, en termes de fiscalité automobile, c'est vrai qu'il serait logique, probablement, de se baser notamment sur le rapport enfin, ce qui se fait au niveau du rapport de la cylindrée, pardon, mais ça ne veut pas forcément dire que la puissance est l'élément premier, puisque aujourd'hui on a des gros cylindrés qui consomment un peu moins, mais c'est l'évolution technologique, etc. Alors, aussi, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est peut-être bien d'en parler également. On a parlé de véhicules électriques. Les véhicules électriques, aujourd'hui, à mon sens, devraient également aussi faire l'objet d'une certaine taxation, tant on sait que ce sont en général des moteurs plus puissants, mais dont le couple est plus important, et donc ça génère plus de particules fines, donc c'est plus d'accélération, plus de freinage, etc., donc frein, pneus, etc. Donc c'est une des réalités aussi, à laquelle il faut ajouter un élément complémentaire, et ça a été un peu dit aussi tout à l'heure dans l'exposé, c'est de ne pas aller pénaliser certaines familles, notamment peut-être des familles nombreuses qui auraient besoin de véhicules plus importants, etc. Ces familles qui n'auraient pas toujours la possibilité ou l'occasion de s'inscrire dans un modèle plus... C'est à l'achat, hein? Oui, mais aujourd'hui, les véhicules... vous avez peut-être le panel de véhicules pour les familles nombreuses, il n'est pas énorme. Si vous allez voir en plus dans les véhicules électriques ou autres, ça ne règle pas leurs problèmes. Donc je pense profondément que revoir la fiscalité probablement, mais en tenant compte des réalités vraiment des gens et de ces réalités techniques qui sont là, auxquelles on doit tous faire face. Et je prenais notamment l'exemple de la voiture électrique. Hein, vraiment. On attend que le secteur se transforme et mette à disposition des voitures familiales suffisamment grosses. Ça risque de prendre du temps. Peut-être pas, mais je pense que le secteur va devoir évoluer. Mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ça doit s'inscrire inévitablement dans une démarche qui est plus globale. Hein. Ça a été également soulevé. Ça veut dire aussi que demain, plus de transports en commun. Ça veut dire aussi que demain, est-ce qu'on ne doit pas, on a parlé d'étalement urbain tout à l'heure, on a parlé de logement et de fait, mais je pense profondément qu'on doit d'abord travailler sur ces secteurs, sur ces services qu'on rend déjà et qui pourraient être beaucoup plus efficients. C'est un ensemble. Merci beaucoup. Alors on va quitter la mobilité, si je ne m'abuse, si j'ai bonne mémoire, et on va passer justement à cette question de l'étalement urbain. Comme vous l'avez dit, ça a été mentionné plusieurs fois, notamment au Paris de Marignac. L'étalement urbain, particulièrement en Wallonie, c'est la mère de tous les vices, le père de tous les vices. En matière de mobilité, en matière de maisons, parfois surdimensionnées par rapport aux besoins. On est spécialiste. Au niveau belge, on a 20% du territoire qui est artificialisé. C'est ça en moins pour la nature, c'est ça en moins pour l'agriculture, dont on aura besoin demain. Et c'est ça en plus sur les émissions liées au transport. IOE en a fait sa bataille, là je regarde de nouveau Sylvie, sa bataille, sa grande bataille maîtresse, et on vous le rappelle encore à cette occasion. Et donc, on va vous proposer une affirmation là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de doute, en tout cas pour nous. On en parle après sur le fait que c'est fondamental en Wallonie.
Êtes-vous d'accord avec cette phrase? Alors attention, on la lit avec, avant de dire, hein, on n'est pas dans le... Hop, 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 c'est qui a voté? Des noms, des noms. Il y a une personne qui a voté. On lit d'abord la phrase, parce qu'évidemment, il faut savoir pourquoi on vote. C'est comme les produits et les étiquettes et les écoscoles. Il faut savoir pourquoi c'est qu'on achète. Donc nous devons arrêter au plus tôt, je vous poserai la question après aux politiques aussi, nous devons arrêter au plus tôt de construire des nouvelles constructions sur des terrains dévolus à l'agriculture, à la nature ou à la forêt. Donc la phrase est assez précise et voilà votre avis. Précision, maintenant, dévolu, ça veut dire pas inscrit au plan secteur. On doit... pas mal de zones urbanisables sur le plan secteur. On arrête de construire sur ce qui est aujourd'hui de l'agriculture. Est-ce que c'est ça le... Je posais la question, je reviens vers vous. Ben là, je pense qu'on a des... Je pense que là, on a des fans d'IOE en public. Parce que je pense qu'effectivement, l'opinion publique est un peu plus balancée. On doit être à 90%. C'est pas beaucoup moins qui sont pour l'affirmation. Alors, je vais poser la question politique. Même phrase. Donc, pas d'évolu, on l'a bien compris. Hein, parce que, ou plutôt, hein, on ne va pas se préciser sur la date, mais la Commission européenne table sur zéro net artificialisation en 2040. Parce que vous estimez qu'au plus tôt, on doit arrêter de construire sur du terrain qui est aujourd'hui de la forêt, de l'agriculture, ou au petit carton. Oui. Ah bah c'est étonnant. Alors, du coup, j'ai avoir envie d'aller vers vous, évidemment, M. Janssen, parce que la compétence aujourd'hui au niveau wallon, dans la DPR, le stop béton est, la phrase est un peu alambiquée, mais il est quand même stipulé dans la DPR, on va viser à arrêter ou limiter l'artificialisation des sols. Et chez IOE, on n'est pas en train de se dire, mais que fait le ministre Borsu? Il n'y a pas grand-chose qui arrive. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire ce qu'on peut attendre? Le ministre de l'Aménagement du Territoire. Merci. J'ai envie de dire que le oui mais c'est pas moi. Le oui que j'ai répondu, c'est pas simplement moi qui m'avance, voilà, ça a été validé par mon parti. Mais par contre, c'est exact, ils m'ont dit c'est oui, c'est un oui, mais il faut ajouter un mais après ça. Et je pense que tout dépend aussi de ce qu'on inclut dans au plus tôt. Et effectivement, dans la DPR, il y a tout de même un engagement qui est assez ferme, qui est assez volontariste. Alors j'imagine que c'est là, enfin je comprends votre surprise, même si je ne suis pas nécessairement un expert du sujet, mais je suis sincèrement ravi d'explorer ça plus en détail. Mais clairement, j'ai envie de dire que la volonté de la part de notre ministre, elle est celle-là. Alors c'est vrai que quand on lui pose la question, et c'est régulièrement le cas au Parlement, il a l'air, je dis en souriant parce que oui, Borsu, c'est vrai qu'il a toujours l'air d'être particulièrement nuancé, mais de dire que la priorité est de trouver une forme d'équilibre. J'ai pris certains des chiffres qui mentionnent régulièrement également, disant que l'artificialisation moyenne dans les années 80, parce que je trouve ça était 18 km² par an. Dans les années 2000, on est passé à 16 km² par an. Dans les années 2010, 12,7 km² par an. Maintenant, on est passé à près de 10 km² par an. Et donc, clairement, la tendance, elle va dans ce sens-là. Et lui n'a fait que confirmer ce souhait d'aller clairement plus loin dans cette direction-là également. Mais je peux bien imaginer que ce n'est pas suffisant par rapport aux critères, aux attentes qu'Intervention a pu définir, mais c'est très clairement notre volonté. Un grand merci, et donc peut-être des tartines à emporter aussi dans vos états-majors de parti, au moment de la constitution des programmes. Je pense que chez IOE, on peut dire que si c'est pas dans le titre, c'est mal embarqué, parce que ça, effectivement, c'est assez compliqué à mettre en place, et on en a bien conscience. On va sortir de la mobilité, on va avancer, si vous me désolé, on va essayer de respecter le temps de parole et d'avancer pour permettre d'aller boire un verre et de quitter la sobriété pour l'alcool. On va passer à la question de l'alimentation, évidemment. Gros levier pour le GIEC, ça va être suivant pour le GIEC, tout simplement la mesure numéro 1
pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. C'est la diminution de la consommation de viande. Ça, c'est la barre bleue ici. Ce graphe est issu du dernier rapport du GIEC sorti en avril. Le GIEC le dit. Nous, on a tendance à être plutôt fan de ce que dit le GIEC et à essayer de suivre ce qu'ils disent. Du coup, j'ai quand même envie de poser la question à M. Dequesne. Et puis après, je viendrai chez vous, M. Bérard. Tiens, le CDH, c'était un peu le défenseur de la ruralité. Et on avait tendance un peu à voir la ruralité, il me semble, comme l'agriculture conventionnelle. On ne va pas rentrer dans les débats. Est-ce que vous pensez donc qu'il faudrait arriver à diminuer, et c'est le slide suivant, à diminuer les cheptels de viande bovine en Wallonie? Est-ce que vous estimez qu'il faut diminuer les cheptels bovins en Wallonie pour aller en phase avec la consommation et une baisse de la consommation? Alors la réponse est clairement oui. D'abord, je voudrais peut-être faire une incise par rapport au tellement, parce que c'est un peu l'impression qu'on oppose les rats des villes aux rats des champs. Je trouve qu'il faut éviter ça parce que 40% des Wallonnes et des Wallons vivent dans les zones rurales, donc c'est une partie d'une dimension importante. La question est après comment on organise ces vies dans ces différents éléments-là. J'en reviens à la question de l'élevage bovin. Aujourd'hui, l'élevage en Wallonie n'est pas un élevage monolithique. Il y a différentes formes d'élevage et d'agriculture, et il y a toute une série d'éleveurs aujourd'hui qui sont en train de changer fondamentalement leur pratique d'élevage, qui quittent une race qui est arrivée d'une façon ou d'une autre à un cul-de-sac, le blanc-bleu belge. Voilà, peut-être qu'on aime bien cette viande-là chez certains, mais c'est un cul-de-sac génétique, c'est un cul-de-sac de développement. Il faut aujourd'hui développer d'autres types de races, qui sont des races bien plus liées au sol, avec des élevages vraiment liés au sol et qui ne sont pas des élevages intensifs. Donc on a prouvé que quand ils étaient respectés, pour faire schématique, 2 unités de gros bétail, 2 UGV à l'hectare, étaient soutenables sur le plan environnemental. Ça veut dire, dans les faits, par rapport à la situation d'aujourd'hui, une réduction, une poursuite de la réduction, parce que quand on regarde le cheptel bovin en Wallonie, il réduit tendanciellement d'année en année. Moi, je vais m'approvisionner chez un éleveur local dans ma commune à Soigny, et lui-même a fait le choix, dans son élevage, de dire j'ai hérité d'une ferme où il y avait 120 bêtes, eh bien j'ai réduit à 80. Aujourd'hui, j'ai choisi des races plus rustiques qui nécessitent moins de soins, qui nécessitent moins ou quasiment pas d'antibiotiques, et qui me donne une viande qui est plus savoureuse et que je partage et que je peux vendre en direct aux consommateurs. Et donc, il y a toute une série d'éleveurs et de producteurs aux 4 coins de la Wallonie qui sont en train aujourd'hui de faire la révolution. C'est une révolution silencieuse, on ne la voit pas, mais c'est celle-là qu'il faut encourager. Et je plaide, et vous le savez très bien, au niveau d'Inter-Environnement en Wallonie, pour qu'aussi le discours soit un discours positif pour soutenir ces éleveurs-là, parce qu'il faut éviter l'agribashing. On ne changera pas l'agriculture wallonne, qui est une agriculture fondamentalement nourricière, si on le fait en opposition ou en montrant du doigt les éleveurs et les agriculteurs. Et je pense que là, il y a des choses importantes à faire. On est super d'accord et on prendra ça dans notre petite boîte à tartines aussi pour rentrer chez nous. Mais on est déjà très conscient de ça. Monsieur Bérard? Oui, mais moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, excepté peut-être la vitesse de réalisation de cette transition. Donc, je pense effectivement qu'il faut accompagner et qu'il faut un mouvement positif avec les agriculteurs, mais il faut peut-être les soutenir, d'une part les soutenir plus, d'autre part les contraindre peut-être un peu plus pour que cette transition accélère, parce qu'aujourd'hui, en Wallonie, on produit 150% des besoins, donc on exporte, et c'est un chiffre intéressant qui était donné tout à l'heure sur le fait qu'il faudrait réduire par de moitié la consommation de viande, parce que c'est le même chiffre que donne aussi le Conseil supérieur de la santé. Donc le Conseil supérieur de la santé en Belgique, il estime qu'en moyenne, les Belges mangent 2 fois trop de viande par rapport à ce qui serait idéal pour leur santé. On voit qu'il y a la viande bovine, la viande porcine et la viande avicole, et on n'est pas du tout dans les mêmes proportions de surproduction que celle que suscite. Bien sûr, mais donc sur la viande bovine en tout cas, on peut réduire fortement et atteindre à la fois ces objectifs en termes climatiques, en termes environnementaux, mais aussi être cohérent avec ce qui correspondrait à une alimentation idéale
pour que tous les citoyens et citoyennes soient en bonne santé. Je vous ai vu, je vous pose d'abord la question à tous. On a entendu 150% de nos besoins, de nos consommations en viande produits en bovine, en Wallonie. En Belgique. Le GIEC, en Belgique. En Belgique C'est en Wallonie, ces chiffres. Ou en Wallonie. Si vous voulez. Même c'est très différent, ça. Le GIEC qui en fait la première mesure et diminution. L'OMS qui dit de mémoire une fois de la viande par semaine. Je pose la question à tout le monde avec les petits panneaux. Question très simple. Un objectif dans la prochaine DPR, vous êtes au gouvernement, prochaine DPR, un objectif de réduction des cheptels bovins dans la DPR pour la prochaine législature, quand vous serez dedans. Ah, non, c'est facile. Il faut que la question soit claire. L'objectif, ça veut dire qu'on met tous les moyens pour y arriver, ou est-ce qu'on dit, à un moment donné, c'est un maximum d'autant d'animaux, et si le fermier ou si l'éleveur ne le fait pas, on le sanctionne, on le punit, on le met en prison. C'est un outil, un indicateur, est-ce qu'on fixe un objectif? Un objectif. Un objectif. Merci beaucoup pour votre franchise et pour... ça nous permettra de préparer notre mémorandum. On va continuer avec votre question, une question vers vous, évidemment. Et vous mangez quoi? Il y a moyen d'intervenir après? Vous posez une question? J'ai pas de smartphone, donc ça permettra d'équilibrer. On fera une discussion au bar parce qu'il est déjà largement 8 heures. Ça me semble vraiment important. On fera une exception. D'abord les votes pour ceux qui n'ont pas de smartphone. Ah oui. Donc pour information, c'est un des indicateurs macro-environnementaux qui va dans la bonne direction et il n'y en a pas beaucoup, ça mérite d'être souligné. La taille des voitures, Ok, ben voilà, en tout cas il y a encore un potentiel à aller chercher, le GIEC a raison aussi pour la Belgique. On va continuer, on va quitter les cheptels et on va terminer sur le numérique. Question sur le numérique évidemment, avec évidemment cette question du numérique. Aujourd'hui 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, que ce soit les applications, les serveurs, le flux de data, l'électricité nécessaire, c'est plus ou moins 4%. Ça va encore, vous me direz, problème, ça explose et on attend en 2025 8%, 7-8%. Donc il va falloir réguler tout ça. Jusqu'ici évidemment, les régulations, on n'en a pas vu trop, en tout cas au niveau belge. Et donc, je vais d'abord passer par certains exemples d'applications numériques. Je vous conseille la vidéo, on ne va pas la regarder parce qu'on va aller boire un verre. Suivant. Et alors, des questions plus sérieuses, à mon avis, qui vont arriver sur la table prochainement. En tout cas, IOE commence à réfléchir à la question. Voiture autonome, ça veut dire les mains libres, on travaille dans la voiture. On va vivre à Nice et travailler à Bruxelles. Explosion de la mobilité, c'est pas que moi qui le dis, il y a beaucoup d'experts qui disent que potentiellement, les voitures autonomes, qui sont en train d'arriver éventuellement, ça pourrait exploser les besoins de transport et devenir ingérable en termes d'énergie. Voilà les informations que je voulais vous donner avant de nourrir un peu le débat. Question publique. Est-ce qu'on doit, à un moment, dire, les gars, on interdit certains usages? Voilà la question, évidemment, je vous ai montré les toilettes, je sens que ça va faciliter votre vote. Le transit. Je suis curieux de savoir qui n'a pas de smartphone. Levez un peu la main. Moi j'en ai un depuis 3 mois. Merveilleux. Oui. Ok, donc, une information déraisonnable, effectivement, la question est un peu plus générale. On va se tourner vers notre panel de politique. On voit qu'effectivement, il y a une majorité des gens qui, a priori, sont plutôt pour une interdiction, largement, de certains usages en tout cas. Il va falloir y arriver. La plupart des experts sont plus ou moins d'accord avec notre public. Donc on va passer à la question sur le politique. Et je vais arriver vers Monsieur Warmous. Sur la question, la deuxième question, donc, certaines applications numériques. On a déjà eu l'occasion d'en discuter ensemble.
le scénario et le programme du PTB est assez technologique. C'est-à-dire que la place des technologies est extrêmement importante, et parfois des technologies dont on n'est vraiment pas sûr qu'elles vont pouvoir aboutir, y compris dans la technologie numérique. Est-ce que vous me démentez? Et quelle est la place des applications numériques dans la vision du PTB, dans ce monde tel qu'il sera lorsque vous serez au pouvoir? Alors, j'allais voter non sur les deux questions de toute façon. Donc, d'emblée, nous on croit en tout cas, il y a deux choses. D'abord, je pense que l'évolution numérique, l'informatisation et tout ça, c'est quelque chose qui est inévitable. Et d'autre part, nous croyons effectivement dans le progrès, dans la technologie. Après, la question avec la technologie, c'est naturellement à quoi ça sert. Si c'est le smartphone pour espionner les gens et savoir où ils sont partout, et que ça va dans des banques de données, etc., ça dépend qui les utilise, par exemple. Mais il n'y a pas que chez les Ouïghours, il y a aussi en Belgique. On est hostile, mais donc, globalement, comme les questions sont posées là, donc on n'est pas partisans, parce qu'on estime que c'est une question de progrès, et d'autre part, on n'a pas de consommation d'électricité. Donc, dans la mesure où ça peut être produit par des renouvelables, forcément, naturellement, il y a bien qu'il n'y a aucune technologie qui est neutre, même le renouvelable a un certain bilan carbone. Voilà, donc on serait. Donc effectivement, je vous confirme qu'on est plutôt pour les technologies. Maintenant, la question c'est toujours qui contrôle ça. Parce que quand vous dites le politique devrait interdire certaines applications numériques, par exemple, mais qui va décider et quelle est la démocratie là-dedans, etc. Donc, on va poser la question. Est-ce qu'on va interdire aux jeunes, par exemple, de jouer sur leur smartphone? On va poser la question sur une technologie en particulier. Voilà. Donc, les flux. Donc, 4G, 5G en cours, les permis sont en cours. 6G, satellite, 7G, on en discute déjà. Est-ce qu'à un moment, on arrête avec les G? Est-ce qu'à un moment, le politique dit stop? Et si oui, en un mot, quand? Alors d'abord un petit panneau, est-ce qu'à un moment le politique dit stop à l'augmentation des flux, des possibilités de flux de data via la 5G, 6G, 7G, 8G? C'est pas la question précédente, donc c'est la politique. Donc, voilà. Le politique doit limiter l'évolution observée vers toujours plus de flux numériques. Je pense qu'il faut voir sur quel... Tout a été lancé. Je peux m'expliquer. Est-ce qu'à un moment on laisse le secteur augmenter la possibilité de flux? Je pense que la question, elle est quand même, elle va se poser. Est-ce qu'à un moment on laisse le secteur et nous on suit en donnant les permis en tant que politique, ou on fait non, là on estime qu'on a atteint ce qui est nécessaire et raisonnable et utile, et on fixe un seuil. Je pense que cette question, elle est assez claire. Si je peux m'exprimer juste une seconde là-dessus. Donc, sur le principe, oui, personnellement, je ne suis pas évidemment spécialiste de la question. Par contre, la question qui est posée amène une autre question derrière, c'est notamment la question de la santé, avec ces flux 5G, 6G, 7G, etc. Donc là, je pense que réellement, s'il y a des risques, on doit pouvoir l'interdire, on doit pouvoir contrôler ça. Maintenant, le numérique au service, en tant qu'outil, au service du citoyen, de la population, oui, je n'ai pas de souci par rapport à ça. Je vais prendre un exemple très concret. La problématique est l'email. On a tous aujourd'hui des emails qu'on utilise. C'est vrai qu'il y a un flux important d'emails. Mais est-ce qu'on se voit revenir demain au crayon, au papier, au tac? Non, mais c'est un tout, parce que derrière, évidemment, c'est la déforestation, etc. Donc, je pense que le numérique au service, et comme outil au service de l'individu, oui, mais derrière, il y a aussi avec le 5G, etc., la question de santé, je pense que c'est un élément important. Voilà. C'est la santé, votre angle de votre vision? En tout cas, c'est un élément qui me paraît important. Mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Olivier Guérin, et puis Monsieur Lequel, vous avez déjà beaucoup eu la parole. Désolé, Monsieur Guérin, merci. Je gère. Mais moi je pense que c'est la délibération démocratique qui doit fixer ce qui est interdit, ce qui est autorisé, ce qui doit être régulé, et que c'est le débat démocratique à la fois avec les citoyens et puis dans les enceintes parlementaires qui va aboutir à ce type de décision. Mais je vais prendre un exemple d'une technologie qui semble n'avoir absolument aucune utilité et qui est même très néfaste en termes de consommation d'énergie, c'est les fermes de minage de Bitcoin.
Donc on a cette crypto-monnaie qui a été utilisée quasi exclusivement à des fins de spéculation et avec un coût énergétique et un coût environnemental énorme. Ça me semble être un exemple assez évident d'une technologie et d'une utilisation qui doit être purement et simplement interdite. Un bon exemple. Excusez-moi, j'interviens, je suis technicien informatique. Le flux maximum et la consommation d'énergie, c'est 70% des vidéos. Dans 70% des vidéos et de ce flux Internet, c'est Netflix, Disney+, etc. Et dans ces 70%, il y a 30% pour le porno. Là, il y a un axe de travail, quoi. Merci. Merci. Et avec une question aussi, je parlais tout à l'heure de la transversalité, du caractère systémique des différents combats à mener. Il y a aussi une question très importante de violence et de respect, enfin d'égalité des genres liée à ce que vous venez de dire, qu'il ne faut pas négliger non plus. On oblige, alors est-ce que la Wallonie a le pouvoir de le faire, ça c'est une autre question, mais est-ce qu'on... J'ai quand même envie d'utiliser pour finir mes petits cartons une dernière fois. Est-ce qu'on, pour répondre sur votre question, est-ce qu'à un moment, on oblige Netflix ou YouPorn à limiter la qualité de ces diffusions? Vous m'avez bien compris, à limiter les flux, la résolution. Merci de... La qualité, on ne se prononcera pas ce soir. On répond à la première question ici. Non, donc la question, c'est juste pour rebondir sur ce que vous disiez. Donc, est-ce qu'à un moment, vous estimez qu'il faut limiter la résolution? Aucun jeune, la majeure partie des personnes qui utilisent ces outils-là... Mauvaise question alors. Ça supprime? On la pose pas? Moi non, c'est l'interdiction clairement du porno. La France, ils l'ont fait, ils ont interdit. Voilà, il faut mettre sa carte d'identité électronique pour pouvoir aller sur un site porno. Et tous les jeunes qui en abusent... Ok, on demande à notre panel de politique pour l'interdiction du porno pour finir. Et après... Allez, c'est parti alors. Interdiction du porno. La photo, attention. Voilà, on sort, c'est la sobriété, on aura fini là-dessus, c'était pas prévu. Je vais vous permettre de poser très vite votre question, puis je laisse la parole à Sylvie Meckers pour le mot de la fin. Voilà, désolé de prendre votre attention, mais voilà, les enjeux sont tellement colossaux que je sentais le besoin urgent d'intervenir. Voilà, je partage la plupart des solutions techniques qui ont été évoquées de manière générale. Bon, moi-même, j'ai été dans un mouvement de décroissance, de sobriété depuis de nombreuses années. Après, il me semble que les solutions techniques sont, selon moi, maintenant, de plus en plus nettement insuffisantes par rapport à l'enjeu colossal qui est devant nous. Et on doit, de façon urgente, réfléchir à un modèle macroéconomique alternatif au modèle dans lequel nous sommes. Parce que la sobriété, on peut remarquer qu'elle est totalement incompatible avec un modèle économique qui valorise quoi? La surconsommation, la surproduction. On parlait de travailler moins, mais aussi le fait de travailler toujours plus. Donc il y a quelque chose de contradictoire à se dire qu'on va militer pour la sobriété tout en maintenant le système macroéconomique dans lequel nous sommes aujourd'hui. On voit bien que les gains d'efficience énergétique sont toujours quelque part réinvestis et ça provoque de multiples effets rebonds. Grand merci. Alors je termine une phrase. Qu'est-ce que ça pourrait être un projet macroéconomique alternatif? C'est un projet dans lequel on décide démocratiquement qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit, comment on répartit justement les produits de la richesse. Et ça, pour le moment, j'ai l'impression que ce n'est pas une question qui est posée de manière générale dans le débat démocratique. Ok, ce sera une question à ce stade. Je vous invite à aller lire la news, l'article du sujet. Et d'abord, je voudrais tonnerre d'applaudissements pour notre panel politique qui a vraiment joué le jeu. Merci beaucoup. Et je laisse le mot de la fin à notre directrice Sylvie Meckers. Oui, un tout grand merci à Arnaud, évidemment, pour avoir organisé cet événement. Un tout grand merci à Yves Marignac d'être venu et à Sébastien Meyer de développer cette initiative Négawatt en Belgique. Donc ça, c'est évidemment aussi quelque chose qui est pour nous très intéressant et c'est vraiment un plaisir pour nous de pouvoir travailler en collaboration avec Négawatt Belgium. Sur ce qu'on en a retenu, mais effectivement, c'est vraiment cette capacité quand même de pouvoir connecter une sobriété, effectivement, vers un modèle différent de société,
avec une efficacité, puisqu'on a aussi parlé beaucoup de toutes ces pertes d'énergie qui se situent à tellement de niveaux, c'est quand même un peu effrayant de voir ça et de pouvoir, alors qu'on peut travailler là-dessus. Donc cette sobriété, plus cette efficacité, plus le scanning de toutes les initiatives qui sont disponibles et le passage vers des initiatives renouvelables permettent d'obtenir des résultats qui sont quand même tout à fait impressionnants et quand même capable, enfin, on est capable d'atteindre ces résultats. Donc je vous remercie encore, effectivement, monsieur les politiques, je regrette évidemment qu'on n'ait pas d'examen. Malgré tout le plaisir que j'ai à vous connaître et à vous rencontrer. Et je pense qu'on va pouvoir aller voir.